Salut les amis et bienvenue à une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et nous allons essayer de continuer notre modèle de régression logistique qu'on a commencé. Dans la première vidéo, on a fait la préparation des données et on a arrêté à ce niveau-là où il fallait alors scinder notre base de données dans la partie d'entraînement du modèle et dans la partie de test du modèle. Donc voilà les amis, c'est là où on était. Alors on va scinder la base de données en deux parties, 80% pour l'entraînement du modèle et 20% pour le test. Donc voilà, cette commande-là nous permet, seed.seed, ça permet à ce que quand on répète la même sélection, on ait les mêmes résultats. Donc cette commande-là que vous voyez ici nous permet de, si jamais demain je reprends l'exemple, on va avoir le même résultat, le même tirage au niveau de l'échantillon. Voilà, c'est ça que j'exécute. Voilà, alors je vais trier l'échantillon, notre échantillon. Ici, je vais prendre l'échantillon. Ça, c'est pour, voilà, pour l'apprentissage ou l'entraînement des modèles. Je vais l'appeler apprendre ou apprentissage, c'est ça que je vais dire. Si vous voyez au niveau des éléments, nous avons 1600 observations avec 22 variables. Et puis pour les données de test, voilà, ça c'est pour le test. Pardon. Et ça c'est pour le test. Voilà. Vous voyez la dimension aussi. On a combien? On a 400 éléments et 400 éléments et on a 22 observations. Donc, variables, c'est la même chose. Donc, il y a une autre façon de faire pour choisir l'échantillon. C'est cette commande-là. Bon, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Alors, nous allons alors faire le premier modèle de régression logistique en incluant les variables que nous avons considérées qui pourraient avoir un effet sur la pratique du sport ou pas. Donc, nous avons considéré le sexe, l'âge, le niveau d'études, la religion et les heures passées devant la télé. Alors voilà, c'est notre modèle par défaut. Nous allons considérer que c'est un modèle binomial ou logit. Et puis on va, à la fin, on va tester pour voir s'il faut utiliser le logit ou un autre type de modèle en fonction du degré de dispersion, pardon. Donc voilà, ça c'est le premier modèle. On va faire nous voulons en fait, je vous rappelle, l'objectif c'est de pouvoir déterminer les variables qui auraient un effet sur la pratique du sport ou pas. Alors voilà, nous allons faire la synthèse du modèle. Ici, voilà, c'est pas vraiment très. Je vais essayer de pousser. Là. Pour voir si on peut voir toutes les variables. Je vais reprendre la synthèse. Je vais reprendre la synthèse pour voir si on peut voir. Ah là là, j'ai même bloqué la partie. Voilà. Donc, voilà, je vais faire la synthèse du modèle pour voir le résultat du modèle. Donc ici, voilà notre. En fait, vous voyez, normalement, ça devrait être aligné. Ça, c'est les coefficients. Ce sont les coefficients, ce sont les élèves standards. Et puis, ici, c'est ici, ce sont les z-values. Et puis, ici, ce sont les p-values, la probabilité, valeur. Et puis, voilà, comme vous le constatez ici, les variables qui sont significatives, ce sont les variables qui ont les étoiles. Voilà. Et par exemple, pour le cas de l'âge, ici, vous voyez que le sexe plutôt, l'homme, vous voyez que c'est significatif. Ici, la catégorie d'âge de 25 à 45, vous voyez que ce n'est pas significatif, mais 45 à 60, vous voyez que c'est significatif. 65 à 99 aussi, vous voyez que c'est significatif. Et puis, pour les autres variables aussi, vous voyez que c'est significatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cas des modèles de régression logistique, les coefficients ne sont pas interprétés. Plutôt, on va interpréter ce qu'on appelle l'exponentielle de ces coefficients. C'est ça qu'on va interpréter. Mais ici, on n'interprète pas
ces coefficients tels qu'ils sont. Et quand on fait l'exponentiel, c'est ça qu'on peut, disons, expliquer. En termes d'effet, ou sans effet, quand on va voir, on va voir l'interprétation au niveau de ce qu'on appelle odds relation ou rapport de code. Donc, voilà les variables qui sont significatives. Par exemple, religion, vous voyez, religion ici, c'est pas très significatif, vous voyez, etc. Mais vous les passez devant la télé, vous voyez que c'est significatif. Alors, nous continuons. C'est ça, en fait, le modèle qui inclut toutes les variables. Et puis, après ça, voyons, voilà, on est ici. Au lieu de faire juste le summary du modèle. Ici, souvenez-vous, au niveau des conditions, j'ai parlé des conditions, au niveau des variables, il faut nous assurer que le nombre de variables ou le nombre d'observations que nous avons répond nous permet en fait de faire notre modèle. On a dit que normalement, en termes d'observation, on doit avoir 10 fois plus 10 fois le nombre de paramètres qu'on a dans notre modèle. Ici, dans notre modèle, vous voyez que nous avons combien de paramètres? Nous en avons 6, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que nous avons 6 variables, 6 paramètres. Donc, il faut prendre 10 fois 6, ça fait 60. Mais quand vous regardez les données qu'on a en termes d'observation, vous voyez que nous avons beaucoup d'observations. Donc, nous avons à peu près 2000 observations. Mais comme on a tiré un échantillon, alors, on va avoir... oui, on travaille sur l'échantillon. Ici, c'est DIM. Oui, apprentissage. Donc, si on fait le total, vous voyez que c'est autour de 1600. Regardez, nous avons 10, 24, plus 576. On a... Alors, voilà. Et l'autre qu'il faut vérifier, c'est ce qu'on appelle le surdimensionnement. Voilà, ça vient s'attarder, mais vous voyez que nous avons 1600 observations alors que c'était XG60. On va analyser le surdimensionnement. Alors, pour voir si les données prédites par le modèle ne seraient pas différentes des données, disons, espérées, et ce qui conduirait à la sous-estimation des erreurs standards des paramètres. Donc voilà, avec la conséquence de dispersion. Alors pour le faire, il faut prendre la déviance résiduelle sur le nombre de degrés de liberté. Alors ici, ces éléments se trouvent en bas du modèle. Donc c'est ça les amis, c'est ça qu'il faut prendre. Donc c'est ça que j'ai pris, c'est 1770.7 divisé par 1015,81. Donc voilà. Si le ratio est très supérieur à 1, alors on va voir quel modèle qu'il y a la surdispersion avec le risque de surévaluer les erreurs standards. Donc, comme vous le voyez le quotient ici, les amis, je vais passer ici. Comme vous voyez le résultat, le test de surdispersion, vous voyez que le résultat n'est pas très différent de 1. Alors, on va garder notre modèle logique, mais si le coefficient par exemple était de 2 par exemple, on allait utiliser un autre modèle, je vais vous le montrer. Au niveau de l'estimation des erreurs, on allait utiliser le modèle quasi binomial au lieu d'utiliser le modèle binomial, la loi binomiale. Donc voilà, bon, comme je ne sais pas ce modèle que je vais, alors vous allez faire ça pour voir les résultats, puisque moi je vais vous partager ce script tel qu'il est. Alors maintenant on va vérifier s'il y aurait un problème de multicollinéarité, si les variables incluses dans le modèle ne sont pas très corrélées. Donc c'est une autre condition qu'il faut regarder. Donc voilà, je vais utiliser le VIF. Voilà, on a un VIF qui est de 1, autour de 1. Si vous avez suivi notre présentation sur la régression linéaire, en fait, ici, la régression logistique, c'est le modèle généralisé. Mais au niveau des caractéristiques, c'est presque la même chose que la régression linéaire. Donc, si vous vous souvenez de la multicollinéarité, c'est un problème qui arrive lorsque vous avez inclus dans le modèle des variables qui sont très colorées, qui ont une corrélation qui est supérieure à 0,9. Là, on risque d'avoir de la multicollinéarité. Je vous ai dit que quand vous travaillez sur les variables continues ou quantitatives, vous allez utiliser la fonction, vous allez faire la matrice de corrélation ou la fonction
dans R qui vous permet en fait de détecter, de faire plutôt la matrice de corrélation. Alors ici, je disais que pour interpréter les résultats du modèle, normalement, nous calculons ce qu'on appelle l'odds ratio ou rapport de cote. Donc, si vous trouvez que l'odds ratio qui est égal à 1, cela signifie qu'il n'y a pas d'effet. La variable que vous analysez n'a pas d'effet sur la pratique du sport, par exemple. Si le rapport de cote ou odds ratio est supérieur et supérieur à 1, cela montre que cette variable-là augmente l'effet du phénomène étudié ici le fait de faire du sport. Et puis ici le rapport de cote ou odds ratio est inférieur à 1, cela signifie que le phénomène diminue en fonction de ces variables que vous regardez, que vous analysez. Donc voilà comment on interprète. On va voir cela. Alors, comment on fait pour trouver les odds ratio ou l'apport de cote? Et ici, de cote, il faut prendre les coefficients du modèle et les mettre à l'exponentielle. Donc voilà, c'est ça qu'on peut faire. Voilà. C'est ici, odds ratio, c'est ça. Ici, par exemple, vous voyez que... et autre chose qu'il faut dire, c'est pas... il faut savoir aussi qu'au niveau de l'interprétation de ces... ici, vous voyez que c'est sexe, mais j'ai parlé que c'est la modalité de référence, c'est femmes. Ici, ça montre que les hommes ont 1,4 de chance ou 1,4 fois de faire le sport que les hommes, c'est ça que ça signifie. Mais ici, vous voyez que notre odds ratio est inférieur à 1, ça veut dire que cela, plutôt, plus on avance en âge, la pratique du sport diminue, c'est ça que ça signifie ici. Mais quand vous regardez les études secondaires, plus on étudie, vous voyez que la pratique de faire du sport augmente. Vous voyez, peut-être que vous connaissez l'intérêt du sport. Vous voyez que c'est 2 fois plus. Parce que la modalité de référence ici, regardez par exemple ici, la modalité de référence, vous savez que c'était de 16 à 25. Donc, plus on augmente en âge, plus on n'a pas d'intérêt. Vous voyez, il n'y a pas d'intérêt, donc ça diminue. On part de 25 à 45, ça diminue. Ici, ça diminue. Encore une fois, ici, ça diminue. Mais quand on regarde au niveau de l'école, le facteur école, donc vous voyez que plutôt, par contre, plus on avance en école, plus on fait plus de sport. Donc voilà, ici, vous voyez qu'à été supérieur, on a 7. Et puis, alors, c'est comme ça qu'il faut interpréter pour le cas de ces coefficients, parce qu'on interprète par rapport à la modalité de référence. Voilà, c'est ça au niveau de l'interprétation. Ici, vous voyez qu'en termes d'effet, ici, vous voyez que c'est inférieur à 1. La pratique religieuse a un effet de diminuer la pratique du sport parce qu'on passe du temps à l'église. C'est normal, donc voilà. Et puis, aussi, vous regardez par exemple ici, les avez passés devant la télé. Donc si vous aimez la télé, si vous aimez le football, vous passez plus de temps à regarder la télé que de faire du sport. Donc vous voyez que c'est la réalité. Et puis alors, donc c'est comme ça qu'on interprète les résultats, les rapports de cote. Alors, ici, ce sont des commandes qui vous permettent de combiner et les résultats avec les intervalles de confiance. Ici, quand vous faites cette commande, vous voulez avoir l'exponentielle ou le rapport de cote et en même temps, vous voulez avoir l'intervalle de confiance. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, ici, cette commande-là nous permet d'avoir les rapports de cote ainsi que les intervalles de confiance. Donc c'est ça. En fait, c'est comme on a agrandi les caractères pour que ce soit lisible. Vous voyez que c'est pas facile à interpréter. Donc c'est ça. Ici, ce sont les rapports de cote. Regardez. Et puis, plutôt ici, ce sont les coefficients. Et puis voilà les intervalles de confiance. Voilà, voilà. Et puis, alors maintenant, on peut faire la prédiction de... Bon,
comme on n'a pas encore validé le modèle, vraiment, ce n'est pas nécessaire de faire la prédiction, mais voilà, on pouvait faire la prédiction, mais avec notre modèle. Mais comme on n'a pas encore validé, alors le modèle, on ignore l'aspect prédiction. On va faire la prédiction avec quand on a validé le modèle. Et puis ici, la librairie Question Aid vous permet de récupérer directement les rapports de code ou observations. Oui, observations. Directement, je vais essayer de supprimer ici pour vous montrer comment la librairie nous facilite l'affaire. Voilà, et la librairie nous montre les rapports de code ainsi que les degrés de significativité. Voilà, les amis, voilà ce qu'on avait comme rapport de code, c'est ça, observations qu'on avait avant. Et quand vous regardez, ici, la p-value test, si le rapport de code qu'on a est statistiquement différent de 1. Et avant, oui, de 1, voilà, de 1. Ici, vous voyez par exemple que ici, la religion, ici, vous voyez que ce n'est pas vraiment significatif. Ici, c'est pas significatif. Et puis, religieux, ici, vous voyez aussi, c'est pas très significatif. Mais les ailes passées devant la tête, vous voyez que c'est significatif. Et le genre homme, etc., vous voyez que c'est significatif. Alors, c'est une façon de récupérer et de voir les variables qui ont un effet sur votre variable d'intérêt. Si par exemple, il faut analyser les facteurs qui ont un effet sur une maladie quelconque, donc voilà comment il faut analyser. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez que par exemple, il y a des variables qui ne sont pas significatives. Et je pense que l'étape qu'il faut finalement réaliser. Et aussi, avant de faire ça, on peut juste vous montrer comment on peut faire une visualisation graphique. Et j'ai vu cette librairie-là en rapport avec la visualisation. On peut faire des tableaux, par exemple ça peut faire un tableau. Il faut réduire comme ça pour qu'on ait assez d'espace pour le tableau. Regardez, s'il faut mettre un tableau. Donc voilà comment ça vient. S'il faut mettre un tableau, voilà l'intervalle de confiance, voilà les p-values. Vous voyez que les p-values sont significatifs. Mais le tableau n'est pas affiché en totalité puisqu'il n'y a pas assez d'espace. Ici, je peux juste encore une fois. Ici, pour que pour que la machine affiche tout, il faut réduire les caractères. Parce qu'ici, vous voyez que j'ai augmenté les caractères pour que ce soit lisible. Mais je vais vous montrer un autre package qui vous permet vraiment ça, Library Forest Model. Ça vous permet de visualiser bien les résultats et de pouvoir interpréter facilement sans complication. Vous allez voir la figure qui s'affiche. Ça permet vraiment de montrer même les modalités de référence, montrer les p-values, montrer la significativité de ces différents coefficients. Donc, je vais vous montrer le résultat, c'est vraiment impeccable. Donc voilà, c'est ça. Pour soumettre, je vais voir ici. Voilà, les amis, ce que je disais, vous voyez que cette librairie-là, Forest Model, vous permet de vous montrer d'abord la modalité de référence. Vous voyez qu'ici, c'est femme pour le sexe. Et puis, alors, vous voyez l'homme, vous voyez que finalement, c'est plus de 1. Quand vous regardez, vous voyez les chiffres, c'est ici, c'est C1. Cette ligne-là, c'est 1. Et ainsi de suite. Et puis, alors, vous pouvez voir si on est sur 1 ou si on est en bas, en dessous de 1. Puisque vous voyez ici, ici, c'est la ligne qui, ça, c'est 1. Donc, vous voyez que homme, vous voyez que ça dépasse le 1. Donc, nous sommes à plus de 1. Et puis, vous voyez ici, par exemple, les modalités de référence, comme je vous l'ai dit, c'était 16 à 25. Et puis, par rapport au 25, vous voyez que nous sommes un peu en dessous. Mais la p-value, vous voyez que c'est pas significatif. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous avez les valeurs, les odds ratio,
Et vous avez, donc, c'est visible pour ceux qui sont de l'ouest supérieur à 1, vous voyez que c'est visible. L'ouest inférieur à 1 aussi, vous voyez que c'est très visible avec cette visualisation. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment vous pouvez vivre ça, vous pouvez mettre dans votre rapport d'analyse et vous voyez que c'est facile de, vraiment c'est très lisible plutôt. Donc voilà, c'était pour visualiser. Alors, je vais continuer. Alors maintenant, l'étape qui va suivre, on a vu que quand on a fait notre modèle, on a vu qu'il y a des variables qui semblent ne pas être significatives, ne pas avoir un effet sur la pratique du sport. Donc voilà, on peut supprimer certaines variables qui ne sont pas significatives. On peut utiliser drop par exemple. On va supprimer les variables qui ne sont pas très significatives. Donc vous voyez, ici, quand vous regardez bien les amis, nous restons avec sexe, groupe âge, études, religion. Vous voyez que religion, comme vous voyez que religion n'est pas, la variable n'est pas significative. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le modèle sans inclure la religion, puisque ce n'est pas significatif. La variable n'est pas significative. Aussi, on peut utiliser aussi la library ANOVA, Analysis of Variance. Si vous avez suivi, donc vous voyez que aussi quand on utilise ANOVA, vous voyez que la religion toujours n'est pas significative. Regardez la p-value, il faut regarder la p-value. On peut utiliser aussi l'autre, quand vous voulez analyser et que dans votre modèle il n'y a pas d'interaction, vous pouvez utiliser ça, le type 3. Quand il y a sans interaction, vous utilisez le type 2. Et puis, en cas d'interaction avec le modèle, vous pouvez utiliser le type 3. Ici, nous allons utiliser le type 2 puisqu'il n'y a pas d'interaction. Et comme vous le voyez, c'est toujours la religion qui n'est pas significative. Ça veut dire que le modèle final, on peut exprimer aisément la religion. Et puis, alors, on peut aussi sélectionner le modèle, aussi et comparer s'il y aurait une différence significative entre les deux modèles, le modèle qu'on va trouver ici, et l'autre modèle, donc le modèle qu'on a fait, c'est celui-ci en premier, et le modèle qu'on va faire, c'est celui-ci, Et puis, on va faire l'analyse comparative, pour voir s'il y aurait une différence significative entre les deux modèles. Voilà, donc, quand vous regardez la p-value, il faut toujours regarder la p-value. Vous voyez que la p-value n'est pas significative. Donc, les deux modèles, on peut exprimer religieux sans effet sur donc, notre conclusion, notre modèle. Voilà. Et puis, autre façon de sélectionner une variable significative automatiquement, c'est l'étape step AIC. On a vu ça, si vous avez suivi la vidéo sur la régression logistique, comment on peut faire la sélection automatique des variables. Donc, ça c'est avec la librairie mass. Ici, alors, ça va nous aider. Donc, vous voyez que nous travaillons sur le modèle qui inclut toutes les variables et on veut alors sélectionner juste les variables les plus significatives. Donc, vous voyez que le modèle s'est arrêté avec TV, sexe, groupage, études. Donc, vous voyez que la religion a été supprimée. Et comme si vous avez bien suivi, vous avez vu que la religion a été identifiée comme n'ayant pas un effet sur le fait de pratiquer le sport ou pas. Alors maintenant, on va faire le modèle final alors qui n'inclut pas alors la religion. Donc, c'est ce modèle-là, vous voyez que la religion a été supprimée. Vous voyez que nous avons vu que sexe, groupage, études, et de passer devant la tête. Donc voilà, je vais faire ce modèle, qui est le modèle final qu'on va utiliser pour faire les tests. Voilà, ici c'est pour que je puisse avoir tous les chiffres. Donc voilà le modèle final. Donc, voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez que les variables qui restent maintenant sont des variables qui ont un effet sur la pratique du sport. Ici, vous voyez que le groupage de 25 n'a pas d'effet, mais comme c'est toujours la même variable, on ne peut pas exprimer ça. Voilà. Alors maintenant, on peut juste tester, continuer avec notre modèle. Ici, alors on peut juste pour faire un tableau qui synthétise les coefficients. Donc voilà, c'est un tableau qui peut synthétiser les coefficients. Donc vous voyez, en fait, c'est pas très lisible puisque j'ai agrandi pour que ça soit bien capté par voilà les coefficients estimés, standard L, statistiques, etc.
Et puis aussi, je peux utiliser l'autre pour visionner, pour visualiser. C'est notre fameux la librairie, le Forest Model. C'est juste pour visualiser le modèle final. Vous pouvez remettre les deux tableaux pour montrer la différence. S'il faut justement reporter, s'il faut mettre dans votre rapport. Donc voilà. Je vais agrandir, vous allez voir alors cette fois-ci les variables qui sont restés dans notre modèle. Voilà. Alors, nous testons s'il y aurait des variables qui sont très colorées. Ici, je vais voir le vif pour voir s'il y a des variables très colorées dans notre modèle. Vous voyez que c'est autour de 1. En dessous de 2, il n'y a pas de problème de souci de multicollinéarité. Et puis, alors, nous testons s'il y aurait justement le problème de dispersion. Donc, c'est ça que la commande là qui s'est exécutée. Donc, c'est ça. Puisqu'on a dit à la limite que ça doit être très supérieur à 1. Donc, vous voyez que ce n'est pas très supérieur à 1. Et puis, là, on va faire la prédiction, les prédictions pour pouvoir valider notre modèle. Voilà. Et puis ici, nous allons commencer à faire la prédiction sur les données d'apprentissage d'abord pour tester réellement, pour voir ce qu'il y a. Ici, regardez, voilà, c'est ça la commande pour faire la prédiction. Et puis ici, nous allons afficher alors ce qui a été, donc les valeurs les probabilités, parce que on fait la prédiction de la probabilité de faire le sport ou pas. C'est ça l'avantage en fait de son modèle. On a la probabilité. Si par exemple vous analysez les clients en termes de quand vous êtes en train de faire le scoring, le modèle vous donne la probabilité que le client sera défaillant ou pas. Ou bien si la probabilité d'attraper une maladie ou pas, donc le modèle va vous donner la probabilité. Alors ici on peut afficher alors les données originales ici lesquelles on a travaillé pour faire la modélisation. Ici par exemple pour le premier individu, la probabilité de faire du sport est de 73. Donc vous voyez que ici dans les données qu'on a utilisées, il fait du sport. Le modèle numéro 2, l'individu numéro 4 ici, 6. Les autres individus, souvenez-vous, on a fait le pas. Le 7 site, il y a des individus qui ne sont pas présents ici puisqu'on a fait le 7 site. C'est pourquoi vous voyez que les numéros ne se suivent pas. Celui-ci a été prédit qu'il fait du sport, mais dans les données réellement, il fait du sport. Celui-ci a été prédit qu'il ne fait pas du sport parce que, vous voyez, la probabilité est très faible. Et vous voyez dans les données réelles qu'il ne fait pas du sport. Celui-ci a été prédit qu'il ne va pas faire du sport, mais ici on voit qu'il fait du sport. C'est ça qu'on appelle une mauvaise misclassification ou une mauvaise classification. Et puis celui-ci a été prédit, vous voyez que c'est dans le données originales, il ne fait pas du sport. Au niveau de la prédiction, vous voyez que lui, il ne fait pas ça a été prédit qu'il ne fait pas du sport. Celui-ci, il a été prédit qu'il ne fait pas de sport. Si on suppose que moins de 50% ne font pas de sport et plus de 60%, plus de 50% font du sport, dans ce cas, celui-ci ne fait pas de sport, mais ici, vous voyez que dans la donnée réelle, il fait du sport. Alors, avec ça, on peut calculer alors ce qu'on appelle la matrice de confusion. Donc, c'est cette commande-là. Ici, vous voyez qu'on a pris 50%. Ici, je peux alors ici afficher. Alors je vais faire la table comme ça. Alors je peux afficher la table pour voir ceux qui ont été mal classés. Ici vous voyez, ici dans cette table de matrice de confusion, ici les 881 ne font pas du sport et ont été reconnus ou reconnus par le modèle qui ne font pas du sport. Alors que il y a 326 qui ne font pas du sport, mais qui ont été reconnus comme faisant du sport. Ici, ici en bas, pour les oui, ceux qui font du sport, 246 seulement ont été reconnus comme faisant du sport, et c'est vrai, mais il y a 142 qui ont été reconnus comme ils ne faisaient pas du sport, alors qu'ils font du sport. Ça veut dire que ici, la machine s'est trompée à son niveau, et aussi elle s'est trompée ici, le modèle plutôt. Donc ça veut dire que les éléments du diagonale comme ça, ce sont des éléments de mauvaise classification. C'est ça qu'on appelle la misclassification ou la matrice de confusion. Alors, on calcule le taux, pour calculer le taux d'erreur, donc l'erreur de ce modèle. Donc voilà, on a, donc c'est cette commande-là.
cette commande-là, celle-ci, pour calculer automatiquement. Mais tu peux prendre, vous pouvez prendre ça, puis ça, divisé par le total. C'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si je me trompe, c'était 1600. Donc, si je me trompe, c'est peut-être là. Autre chose, vous pouvez faire directement comme ça, la table, comme ça. Là aussi, c'est... Comme ça, vous pouvez faire... Là aussi, vous pouvez avoir le même résultat sans passer par trop de commandes, la matière de confusion, voilà. Donc, vous voyez qu'on a la même chose sans passer par trop de commandes. Donc, ce que je disais, comment on a fait ça, le résultat d'ici, regardez les amis, le résultat d'ici, c'est la même chose que prendre ça, plus ça, c'est ça que j'ai fait ici, ça 42 plus 326, ça, divisé par ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus 881 plus 326, plus 142, plus 247. Regardez quand j'exécute, on a le même résultat. Donc, vous voyez que c'est la même chose. C'est ça, alors le modèle s'est trompé au niveau de la classification de 29%, à peu près c'est 29%, c'est à peu près 29%. Donc, quand je multiplie par ça, ça me donne 29%. Si je peux multiplier par ça pour mettre en pourcentage, fois 100. Voilà, c'est ça, ça me donne 29%. Ici aussi, je peux multiplier par 100. Ça va me donner alors 29%. Non, si c'est fois ça, pour faire un pourcentage. Je disais que je risque de commettre... Ici, je disais que le modèle, ici, comme vous le voyez, le modèle commet justement une erreur de prédiction de 29%. Mais on a comparé les prédictions et on a comparé avec les données d'apprentissage. Mais arrêtez, s'il faut valider le modèle, on ne travaille pas sur les données d'apprentissage, mais on travaille sur les données test. Alors, faisons la prédiction pour le cas des données qui n'ont pas été présentées à la machine. Donc, les nouvelles données test, le verre pour ça qu'on a construit pour le test. Donc, voilà, on va utiliser notre modèle 3 pour faire la prédiction. Regardez, les amis, c'est ça. Maintenant, on va voir si on présente de nouvelles données à la machine et on va utiliser notre modèle. On va voir si on va garder le même méthode d'erreur de 29%. Regardez, je fais ça. C'est ça, les données test. Et puis, je vais faire la même chose ici. Vous voyez que c'est toujours le travail sur les données test. Regardez. Et puis alors je fais la même chose comme j'ai fait pour la division. Ici je vais faire encore une fois, je vais multiplier par 100. Comme ça, fois 100. Donc on a, ici vous voyez que nous avons 29.32. 33.31. Voilà, c'est ça qu'on avait ici les amis. Quand on a travaillé sur les données, donc, les données test. Regardez, c'est ça qu'on avait. Ça, quand j'exécute ça, regardez, on avait ça. Voilà. Donc, on a exactement le même pourcentage. On a le même pourcentage quand on applique notre modèle. Donc, le modèle a bien appris. Donc, voilà. Ici, on peut vérifier si le modèle est fiable ou pas en utilisant ce test, ce qu'on appelle goodness of fit. Quand la p-value sera petite, alors si la p-value est petite, alors nous concluons que notre modèle a un degré de confiance acceptable. Regardez, je vais exécuter cette commande. On regarde la p-value. Donc, vous voyez que la p-value est très petite. Alors, nous confirmons que notre modèle peut être accepté, peut être utilisé comme il présente un degré de confiance élevé. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'on réalise un modèle de régression logistique. Et c'est un modèle qui peut être utilisé dans beaucoup d'autres facteurs. Je vous ai dit que là où la réponse est oui ou non, malade ou non malade, défaillant ou non défaillant, fait du sport ou ne fait pas du sport, va acheter ou ne va pas acheter. Alors on peut identifier les facteurs ou les variables qui influent sur la variable réponse, la variable qu'on cherche à définir ou à expliquer, à calculer la probabilité. Donc voilà les amis, c'est la fin de la présentation. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.